Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur un petit peu qu'est-ce que nous disent les marchés US et que font les baleines. Ça sera les deux thèmes de la vidéo. Donc voilà, on va pas en parler pendant 50 ans, on passe en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement comme d'habitude, c'est-à-dire si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit like, un commentaire, etc. pour encourager la chaîne. On est là sur le prix du Bitcoin, mais je pense qu'on va rapidement passer sur tout simplement le S&P, faire un petit point sur les marchés financiers. Vous voyez que ici, le S&P a quasiment corrigé les 20%. En intraday, il a même corrigé ici les 20%. Vous voyez que si je prends le top vers le bottom, on a fait moins 20,89% sur ce dip de vendredi dernier. Et c'est la définition d'un bear market, d'accord ? Un bear market correspond à une correction suite à un bull market, tout simplement de plus de 20% sur un asset. En tout cas, c'est comme ça qu'on définit un bear market sur les marchés traditionnels. Qu'est-ce qui se passe historiquement quand le marché corrige de 20% en début d'année, quand le marché fait des grosses corrections ici en début d'année? Vous voyez qu'ici on était le 27 décembre au niveau du top, donc on peut vraiment considérer que cette correction a été faite sur le premier semestre. Et ben on a ce petit tweet là de Kenzie qui nous explique un petit peu le retour total sur investissement que vous pouvez avoir sur les années où on a corrigé plus de 20%. La bottom line des 20% de correction, elle est ici, sur tous ces petits points rouges, d'accord? Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 années depuis 1980 qui ont corrigé plus de 20% dans l'année. C'est-à-dire dans l'année, il y a eu une correction qui était de plus de 20%. Or, quand on regarde les retours sur investissement sur l'année au total, en fait, vous voyez cette correction-là, on a eu un retour sur investissement de 5% quasiment. Sur cette année-là, on a eu une perte effectivement de moins 5%. Sur cette année-là, on a eu un retour sur investissement de quasiment 25%, on va arrondir ici. Hein. Cette année-là, on était en perte de moins 10. Cette année-là, on a été en perte de moins 20 au total. En 2008, on a eu effectivement une année catastrophique, c'était la crise des subprimes où on a fini à moins 35, on va dire 37. Ici, en 2009... moins 20% dans l'année, moins 25% même, et on finit à plus 25 au final. Ici, cette année-là, on a fait environ plus 3-4. Ici, cette année-là, on a fait moins 5. Et ici, cette année-là, on a fait environ 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez en général un premier semestre qui corrige à à moins 20%, historiquement et statistiquement, vous avez une recover dans l'année qui est de l'ordre des 25% également, ou en tout cas parfois plus, parfois bien sûr vous faites plus bas, hein, c'est-à-dire comme ça s'est passé là en 2008. Donc voilà, vous comprendrez ici que le fait d'avoir corrigé aussi fortement, et peut-être que la correction n'est pas finie, hein, d'ailleurs ici vous avez toutes les fois où ça a corrigé, donc sur, j'ai dit 8 fois, 1, 2, 3, 4 fois, on s'est arrêté aux corrections de 20%, mais parfois on voit à moins 40, quasiment moins 50 ici en 2008, d'accord? En tout cas, voilà, c'est juste simplement pour vous faire une étude statistique un petit peu sur qu'est-ce qu'il se passe quand on a ces très fortes corrections au premier semestre. En général, on a une relativement bonne recover sur le year's total return, c'est-à-dire du 1er janvier au 1er janvier, quel est le retour sur investissement sur les marchés des actions. Ça, c'était pour faire cet aparté-là, pour dire que bien évidemment, vous avez aujourd'hui une narration qui est très mauvaise, hein, puisqu'on corrige énormément, voilà, suite à tout ce qu'on entend par rapport à la Fed, et également que si jamais vous regardez le marché tel qu'il était, par exemple en 2000 sur 3 ans, on a fait moins 50% en tout, hein, donc ça c'était la bulle internet, c'est tout à fait possible qu'on soit sur ce genre de configuration. Donc ça, c'était pour faire un point sur les marchés financiers. Donc techniquement, on n'est pas encore en bear market puisqu'on n'a pas eu cette clôture daily en dessous des 20%. Mais vous comprenez qu'on a flirté avec ces niveaux-là vendredi dernier. Et donc, on est quasiment en bear market techniquement. Si lundi, on ouvre baissier et qu'on fait une clôture en dessous du premier arrêt, en l'occurrence, donc des 3800 et quelques, et bien à ce moment-là, on sera techniquement en bear market sur le S&P 500. Ok ?
Donc on va passer maintenant sur Bitcoin. On va juste rapidement faire un petit point sur le prix. Globalement, on est toujours un petit peu dans cette structure ici de consolidation. Certains pourraient y voir un triangle. Pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu difficile vraiment à mettre en place, mais vous voyez qu'on aurait peut-être quelque chose comme ça et quelque chose comme ça qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Les triangles en général sont des figures de continuation, donc ça veut dire que cette figure a plus de chances de casser à la baisse qu'à la hausse, bien entendu. La target de ce type de figure, elle est relativement simple, c'est-à-dire que vous faites tout simplement une balance ici, c'est-à-dire vous prenez l'amplitude de la figure, vous la reportez au point de cassure et vous arrivez à peu près sur les 24 302 $. Si on casse ici, si on casse un petit peu, voilà, globalement, 24 000 et quelques dollars. Toujours, on n'arrive pas à repasser toujours ce point de volume profile dont je vous parle assez souvent, les 31 000 $. Pourquoi on fait beaucoup de business dans cette zone? Parce que c'est une zone qui a été très échangée. On sait qu'il y a à peu près 850 000 bitcoins qui ont déjà été échangés dans cette zone, entre les 29 et les 30. Pas uniquement sur cette figure-ci, mais plutôt sur ces figures-là et ces figures-là. Donc c'est quand même une zone où il y a eu quand même un petit peu du business. Beaucoup moins, que ce type de zone. Vous voyez qu'on rentre ici dans un début de creux, mais on a quand même un 20e des bitcoins qui au moins une fois ont été échangés sur ces niveaux. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait ici, et vous le comprenez, c'est un gros support sur lequel on est là. Donc vous avez ici, première correction du bull market de 2021, oui, de 2021 qui s'arrête ici, correction de juillet 2021 qui s'arrête ici également, et là on est sur support, donc on est vraiment typiquement sur ce point-là exactement. Donc c'est normal que ce point soit mette du temps à casser, soit se construise comme un support et permette de partir au-dessus. Vous comprendrez ici qu'on n'a jamais eu de clôture non plus réellement daily confirmée et vraiment poussée en dessous de ce point-là, donc en l'occurrence on parle des 28 786. On n'a pas eu de clôture daily en dessous pour le moment, y compris tout ça c'est des mèches, voilà, donc voilà, à méditer. Est-ce que cette figure pourrait casser vers le haut? Il arrive parfois que certaines figures bearish sur Bitcoin soient des figures finalement de continuation, c'est-à-dire que là en l'occurrence ce qu'on voit apparaître ici comme un triangle pourrait se transformer en round bottom. Voilà, à voir un petit peu sur ce qui va désormais se mettre en place dorénavant. Ensuite, ça fait 7 semaines, et là je reviens sur le S&P, qu'on descend. C'est pas arrivé depuis 21 ans, donc c'est pour ça que je vous montrais également, 21 ans c'était donc en 2000, 7 semaines de correction à la suite. Pour l'instant c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Pourquoi on corrige à ce point-là? C'est principalement aujourd'hui, en fait, la Fed a mis un petit peu du temps à réagir contre une inflation. Ils ont préféré, à partir de août 2020, favoriser le marché de l'emploi. Donc du coup, essayer d'aller vers une inflation transitoire, adopter le concept d'une inflation pendant quelques temps, de manière à refaire revenir le marché américain du travail au plein emploi, c'est-à-dire job first, et puis là on se retrouve avec une inflation qui n'est plus transitoire, même la Fed a abandonné ce terme, et puis là on est sur vraiment un moment où finalement vous allez devoir sacrifier les investisseurs pour garder à la fois le plein emploi, mais combattre l'inflation qui est quelque chose de relativement terrible pour l'économie, puisque la demande se freine d'elle-même, étant donné que les prix sont trop hauts, donc du coup vous êtes dans des contextes qui sont plutôt récessifs. Ensuite, dans les news, on va passer sur pas mal de choses, je pense. On va aller faire le sentiment quand même. Mais d'abord, on va, je pense, s'intéresser aux baleines. Aux baleines, pourquoi? Et ici, vous comprendrez que on va pas faire du Glassnode, mais on va plutôt aller voir les portefeuilles, donc ce qu'on appelle la Bitcoin Rich List, c'est-à-dire les plus grosses adresses et les plus gros portefeuilles. Vous voyez qu'il y en a certains qui appartiennent à Binance, etc. Là, on a plus ou moins fait le tri. Moi, ce qui m'intéresse ici, et je tiens à le dire, une partie de cette vidéo s'inspire d'une vidéo qui a été sortie par Benjamin Cohen, qui est un YouTuber américain et qui a mis le doigt sur certaines choses que je trouve intéressantes. Donc, je vous les partage ici sur le channel. Ici, on a la baleine numéro 105.
et ce jusqu'à la baleine numéro 122, qui ont exactement le même nombre de bitcoins, d'accord? Donc ça c'est suspect. On peut ici tout simplement voir que c'est probablement la même personne, hein, puisque vraiment ces wallets évoluent relativement ensemble. Comment se comporte la baleine numéro 105? Tout simplement, elle a acheté ici, alors je vais bouger un peu la caméra pour pouvoir vous faire bien le... elle a acheté ici le dip de 2018 à 20% près, c'est-à-dire qu'elle a acheté vraiment quasiment le dip parfait. Elle a accumulé ici sur cet endroit-là environ 6000, 7200, 8000 BTC. Et là, cette baleine se remonte à l'achat et elle est en train d'accumuler au prix de 30 000 $ actuellement. Donc on avait eu une première zone d'achat en juillet dernier, 175 BTC qui avait été rajouté à ces portefeuilles-là au prix de 37 000 $. Et là on a 3 achats consécutifs, les 17 mai et dernièrement le 19, donc c'est-à-dire il y a 2 jours. Concrètement, à peu près tous les portefeuilles qui sont donc de la 105 à la 122 fonctionnent pareil. Vous allez voir que ici, c'est globalement, je suis sur le 126, là je pense, c'est la même chose. On a un achat en juillet et on a un petit achat en juillet, je parle ici de décembre 2018, et ici on a un achat également en juillet dernier et des achats en juin. Si je vais sur la baleine 122, bon voilà, c'est pas pour non plus je vais pas vous faire les 22, hein. On a exactement le même comportement, c'est-à-dire achat d'à peu près 8000 BTC en décembre 2018, ensuite rachat en juillet de quelques BTC et dernièrement sur les 3 ou 4 derniers jours, rachat de quelques BTC en plus. Actuellement donc on a du coup 105 à 122, ça va faire 17 fois 10 000 BTC, donc cette baleine là a globalement 170 000 BTC. Donc on est quand même sur du gros poisson là, et donc il faut comprendre que le comportement de ce personnage est ici une réaccumulation au prix de 30 000 $. Donc ça c'est plutôt boule, et vous comprendrez ici que je trouve ça vraiment intéressant d'en parler sur le channel, puisqu'on a cette personne qui avait déjà acheté un premier dip, qui se remonte à l'achat au prix de 30 000 $. Il n'est pas en train de réaccumuler 8000 BTC par wallet, hein, là on parle de petites sommes, mais il pense que potentiellement que c'est un bon niveau de DCA. A l'inverse, c'est pour tempérer mes propos, vous avez ici la baleine numéro 34, qui elle pour le coup avait acheté du top, voilà, des 50 000, 47 000, et avait acheté énormément de BTC dans ces niveaux de prix là, et qui là actuellement est en train de sortir du marché au prix de 28 000. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément que de la smart money, on n'a pas forcément ici que des gens qui sont excessivement en profit. Vous avez aussi des gens qui tout simplement ici sell off et qui disent bon ben moi je sors de ce truc là, je n'y crois plus, j'avais acheté les 50, c'est pas monté, c'est descendu, donc du coup je sors. Voilà, vous voyez ici que c'était pas des comportements ici de prise de profit. Ici on a revendu 500 BTC au prix de 43 000 et là on est sur la descente en train de littéralement dropper un petit peu une bonne partie du bag. Donc voilà. Tout ça aussi pour vous, ça avait un but un petit peu à la fois psychologique et pédagogique de vous expliquer que quand je vous parle sur Glassnode des baleines à plus de 100 000 BTC, etc., Glassnode ne peut pas être sûr que par exemple cette personne de la 105 à la 122 est une même personne. Donc du coup, il est obligé de le considérer comme des non-baleines à boss, c'est-à-dire des adresses à moins de 10 000 BTC. Et vous voyez que ici, toutes ces adresses-là se comportent comme voulant rester en dehors de ce territoire des baleines à boss. Donc elles ne veulent pas probablement être prises dans cette statistique. Personnellement, si j'avais 170 000 BTC, je pense que je ferais aussi 17 wallets à 10 000 BTC, histoire de répartir le risque, les phrases secrètes, etc., les éventuels problèmes de hack, toutes ces choses-là. Donc j'aurais tendance également à diviser mes BTC en plusieurs adresses. Donc bien sûr que ici, les portefeuilles à plus de 100 000 BTC sont relativement complexe à traquer, voilà, c'est ça que je veux dire. Et je voulais vous montrer aussi que bien entendu vous avez des baleines ici qui sont pas du tout de l'ordre de la smart money, si vous voulez, qui ont des comportements beaucoup moins rationnels. C'est un petit peu ce qu'on voit ici aussi sur la 32, je crois. Ouais, c'est ça, baleine 32, ou pour le coup idem pour la baleine 33. Je vous ai montré la 34 tout à l'heure, la 33 qui est aussi énormément positionnée à la vente en ce moment et qui elle avait
acheter autour des 39 ou 40 000. Donc voilà, vous n'avez pas ici que des gens qui, vous voyez, plus 5 000 BTC ici à 47 000 $, plus 10 000 BTC à 40 000 $, plus 5 000 BTC à 40 000 $. Donc vous avez des gens qui DCA quoi qu'il arrive et qui, quand ils ont besoin d'argent, revendent ou tout simplement ici se disent ah bah non ça pue, je sors. Et vous avez des gens qui ont des comportements différents. Donc on peut pas tout simplement dire les baleines font ça ou les baleines font autre chose. Les baleines ont un comportement qui leur est propre, bien entendu. Par contre, on peut faire une statistique sur l'ensemble des baleines. Et ce qu'on voit en ce moment sur Glassnode, déjà, c'est un retour des bitcoins sur les exchanges. Vous voyez qu'ici, on est remonté. Alors, je pense qu'il y a une bonne partie de tout ça qui a lieu aussi par rapport à Luna, hein, qui rentre 80 000 BTC sur les exchanges. On l'a vu il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo là-dessus, où là, ce rebond, on a quand même 80 000 BTC qui reviennent sur le marché. Donc, il y a une partie qu'on pourrait attribuer à Terra Luna. En termes d'accumulation trend score, on est sur de l'accumulation vraiment féroce là, c'est-à-dire qu'on est autour des 1, ça fait plusieurs jours qu'on est à des scores d'accumulation de 1, ça fait désormais 3 jours que on a des gros scores d'accumulation. La dormance, on l'a déjà vu ici sur BTC, mais ce que je voulais vous montrer, c'était où il les adresse à plus de 10 000. Les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui sont remontées ici. On a eu une petite vente. On est passé de 95 à 91 adresses. Et là, on est revenu à 95 adresses. Les adresses à plus de 1000 bitcoins, enfin plutôt les adresses entre 1000 et 10 000 sont plutôt, elles, positionnées sur de la distribution. Vous voyez ici que la distribution suit le prix, d'accord? Donc, toute cette descente est plutôt une distribution pour les plus de 1000 bitcoins. Ici, les plus de 100 bitcoins qui sont en train de latéraliser, c'est-à-dire non augmentation du nombre d'adresses, les plus de 10 bitcoins qui sont plutôt à l'augmentation depuis ce dip des 40 000 $ là qu'on avait eu en janvier. Et puis, voilà pour les scores d'accumulation, etc. On va aller regarder ici le Net Realized Profit and Loss. Vous voyez que les BTC qui sont vendus en ce moment sont plutôt des BTC qui sont vendus à perte. Donc, on a eu 2 gros points de capitulation. Ici, vous voyez 2,5 milliards qui sortent, 1 milliard dans la journée également, et puis 2,5 milliards encore. Donc là, sur ces 2 pics-là, on a 6 milliards de Bitcoin qui changent de main, 6 milliards de dollars de Bitcoin qui changent de main. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et puis, donc un épisode de capitulation, hein, on appelle ça comme ça. Et puis là, on n'est pas encore passé dans le rouge sur ce qui est du NUPL. Le NUPL, quand il passe dans le rouge, ici, on a vraiment la preuve qu'il y a, que tous les bitcoins sont en perte au même moment, parce que le NUPL, c'est le unrealized, c'est-à-dire les coins ont été achetés, mais ils n'ont pas changé de main. Donc, où en est le marché par rapport à la quantité de personnes qui sont en profit ou en perte. Et là, sur le NUPL, on est littéralement sur des points qui ne sont pas du tout... comment expliquer ça qui ne sont pas du tout des points de capitulation. On commence à peine à rentrer dans le FEAR. Le Crypto Fear and Greed, qui aujourd'hui est autour de 13, donc petit rebond sur le Crypto Fear and Greed, on était autour des 10, etc. Je pense qu'on a fait 12 hier, 13 aujourd'hui, voilà. Ensuite, on va aller voir ici, bon on l'a pas regardé depuis longtemps, donc un petit peu les sondages au niveau de la Fed, qu'est-ce que ça dit pour une augmentation des taux le 15 juin. Le 15 juin, on a 94% du marché qui pense qu'il va y avoir une hausse de 0,5 comme ça a été annoncé par Powell. Concernant cette histoire de la Fed, je vous invite à regarder un petit peu les marchés. Pardon, c'est mon truc qui me masse les pieds. À regarder les marchés le 25 mai, donc dans 4 jours, on aura les minutes de la Fed qui vont sortir, donc à 20h ici, chez nous. Les minutes de la Fed qui vont sortir, c'est tout simplement les retranscriptions écrites du dernier meeting, le dernier meeting ayant eu lieu, je sais plus quand, je crois que c'était début mai, c'était vers le 4-5 mai, il me semble. Donc du coup, 3 semaines après, eh bien, on nous ressort les retranscriptions écrites de tout ce qu'il s'est dit pendant le meeting, tout simplement, de la Fed. Ça, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a des choses qui n'ont pas été dites pendant les conférences de presse et qui peuvent être retranscrites dans les minutes. Et donc, parfois, ça engendre aussi des petits sell-off sur les marchés. Ça avait été le cas, je me rappelle, je crois que c'était en novembre dernier.
Donc on a fait un bon tour d'horizon, je pense, par rapport aux baleines, etc. Maintenant, on va aller voir un petit peu les news. Sur le Wall Street Journal, on nous parle que les cryptos, les échanges crypto, etc. Posent des questions à propos des délits d'initiés, c'est-à-dire des gens qui savent que tel ou tel coin va être listé sur tel ou tel exchange et qui du coup les accumulent. Donc la SEC commence à regarder un petit peu ces choses-là. Tout simplement parce que les délits d'initiés sont interdits en bourse, mais ils sont pas forcément régulés en crypto. Aujourd'hui, personnellement, moi, ce que je ressens en termes de sentiment par rapport à tout ça, c'est que l'administration Biden veut faire un petit peu de ménage dans tout ça et veut potentiellement arriver à réguler les cryptos d'une manière qui va protéger, on va dire, le consommateur et le retail qui va potentiellement investir là-dedans. Ça va, je pense, être bénéfique. Néanmoins, moi, j'aimais bien cette idée un petit peu du marché le plus libre au monde et cette possibilité d'essayer de suivre un petit peu la smart money et les trends d'accumulation de certains par rapport à certaines news, etc. À voir si c'est pour le bien ou pour le mal du marché crypto. Personnellement, je suis plutôt, mais c'est une idée de fond, je suis plutôt, par exemple, favorable aux monnaies digitales de banque centrale. Je sais que beaucoup de maximalistes crypto sont contre. Moi, personnellement, je pense que ça permettra de supprimer une barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un flot d'argent assez énorme si jamais vous pouvez squeezer votre compte en banque et passer directement de votre euro digital au wallet et à cette possibilité d'investir et de changer sur les cryptos. À voir comment c'est monté, à voir comment c'est fait, surtout du côté de l'Europe. J'ai l'impression que les États-Unis sont quand même un petit peu plus ouverts par rapport à tout ça. Donc à voir comment tout ça se fait. Globalement, j'ai l'impression aussi que le mining revient en Chine. Petit à petit, j'ai l'impression que la Chine relâche un petit peu la bride par rapport à tout ça. J'ai l'impression aussi, pour faire un contexte un petit peu macro sur la crypto, que on est sur une très forte adoption du côté de la Russie et des pays slaves actuellement des cryptos. Donc ça, c'est à la fois quelque chose de bénéfique parce que ça va ramener du monde dans les cryptos et à la fois attention à ça parce que la Russie étant le grand ennemi en ce moment du monde occidental, eh bien on risque de rajouter des barrières à l'entrée, de rajouter des sanctions, des choses qui sont potentiellement ou en tout cas tout simplement de dire regardez, les cryptos c'est le mal puisque la Russie l'utilise. Donc voilà, sur MarketWatch, est-ce qu'on buy de dip ou est-ce qu'on sell de rip? Voilà, pas grand-chose non plus sur MarketWatch à regarder instant T. Ici, sur les news du côté de bitcoin.com, on n'a pas énormément de choses non plus. On a des choses sur Terra Luna, mais je vais pas reparler de Terra Luna aujourd'hui parce que sinon ça va devenir le Terra Luna Channel et c'est pas du tout l'intérêt de ce channel. Voilà, s'il y a des choses vraiment importantes, je vous mettrai au courant là-dessus. Et ici, les options sur Bitcoin qui suggèrent qu'il y a un sentiment bearish à propos des investisseurs. C'est justement ce qu'on va aller voir maintenant, c'est-à-dire le sentiment de marché. Sentiment bearish ne veut pas dire nécessairement Bitcoin qui va baisser. Parfois, tout simplement, un sentiment bearish amène des shorters dans l'histoire et tout simplement, ça permet de corriger un petit peu ces shorters et donc ça permet parfois d'emmener plutôt de la volatilité vers le haut. Ici, carnet d'ordre où on a 250 bitcoins ici par exemple qui sont à l'achat sur les 28 472, donc il faudra passer cette barrière. 112 bitcoins ici, 275 bitcoins ici, donc on a quand même des niveaux d'achat assez forts ici autour des 28 000 si on devait aller vers le bas dorénavant. 27 000, on a 100 bitcoins, 300 bitcoins autour des 26, 400 bitcoins au 26, 198, voilà, vous avez à peu près ici 2000 BTC qui ont cette volonté d'achat. En dessous du prix, au-dessus du prix, 159 bitcoins à la vente autour des $30 000 dorénavant, 146, 99, 116 et peut-être voilà 6 ou 700 bitcoins au-dessus du prix ici si on se base sur un retour aux 33 000 $. Donc à moins 3 000 plus 3 000, on a quand même plus d'ordre ici à l'achat qu'à la vente. Les options pour vendredi, on en a déjà parlé hier.
Un put-call ratio, effectivement, c'est là qu'on voit que les options suggèrent quelque chose de bearish de 2 pour les... Demain, il y a une petite expiration d'options, et vous voyez que on a 2 fois plus de gens qui jouent le Bitcoin à la baisse qu'à la hausse, donc ça c'est bien, sentiment bearish, c'est très bien. Ici, 27 mai, donc 58 000 Bitcoin qui sont positionnés pour vendredi prochain. Les grosses options se clôturent le vendredi. Les options, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous pouvez hedger un portefeuille en prenant comme une sorte d'assurance. Globalement, on va, pour simplifier, dire que c'est un petit peu comme un pari sportif, si vous voulez. Vous allez donner un pari, le score, vous allez payer un Bitcoin ici beaucoup moins cher que son prix nominal, tout en disant que vous pourrez exercer cette option si votre scénario se réalise. Ici, en l'occurrence, pour les gens qui ont mis un put aux 30 000 $, vous voyez qu'il y a 3 000 bitcoins ici qui ont été joués. Ils l'ont par exemple payé 10 ou 15 000. Si Bitcoin est ici en dessous des 30 000 $, ils ont le droit d'exercer cette option d'achat, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, si jamais vendredi à 9 h, le Bitcoin est en dessous des 30 000 $, ils ont le droit de toucher leur Bitcoin à moins cher, puisque leur scénario s'est réalisé. Et à l'inverse, pour tout ce qui est call, on joue à la hausse. Donc les puts jouent à la baisse et les calls jouent à la hausse. Qu'est-ce que le max pain price? Les options, vous les prenez contre quelqu'un. Hein. Vous comprenez qu'il y a des gens qui mettent ce type de contrat sur le marché. Et ces gens-là sont contents. Ces gens-là gagnent leur maximum d'argent au prix d'où leur maximum. Le max pain price étant le prix où tout le monde est rect. Le maximum de personnes est rect. Vous le voyez ici, on est sur cette courbe-là, ici verte, qui est la intrinsique value, la value intrinsèque. On est au minimum. Donc, c'est-à-dire que là, ça veut dire que les vendeurs d'options sont contents et que leur scénario à eux se réalisent et qu'ils ont gagné le maximum d'argent. Donc parfois, ces gens-là ont suffisamment d'argent pour pousser le prix un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas, c'est-à-dire vendre des BTC au spot ou en acheter, tout simplement pour pousser le prix et que leur scénario se réalise, puisque eux prennent des contrats contre une somme de gens beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que ce type de scénario peut se réaliser. On m'avait demandé une explication sur le max pain price, donc du coup je la fais ici. Les marchés en levier. On va jeter un petit coup d'œil du côté des altcoins quand même. Est-ce que les altcoins sont shortés ou longués? On va regarder ça ici en 15 minutes. On va rajouter bien sûr le funding. Hop, et en 15 minutes, voilà. Altcoins qui sont massivement shortés, hein, mais vous voyez que ici, le nombre de contrats n'augmente pas vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'on a juste des shorters qui restent ici sur ce marché. Vous voyez que quand on descend ici au niveau du prix du Bitcoin, ça c'est le prix du Bitcoin, ça c'est le funding, l'open interest pardon, des altcoins, et ça c'est le funding des altcoins. Vous voyez qu'on est ici en short massif. Alors, j'ai un petit peu du mal à dézoomer, on va peut-être se mettre plutôt ici en 1 heure pour avoir une vision un petit peu plus globale de l'histoire. Ça serait bien si ça pouvait marcher. Voilà. Les altcoins qui sont massivement shortés depuis le dip qu'on avait fait au 12 mai. Donc ça fait désormais une bonne grosse semaine que les altcoins sont shortés. Elles ne sont pas forcément shortées plus que par le passé. C'est juste qu'elles ne sont pas longuées en l'occurrence, donc on n'a pas la balance qui se fait. Donc là sur les altcoins, il reste que du monde à liquider au-dessus, d'accord? Elles ont tellement corrigé que sur les altcoins, on peut imaginer qu'il y ait des gens qui manipulent Bitcoin de manière à libérer un petit peu les altcoins de leur funding. Globalement, on va pas faire une étude, on va dire, précise un petit peu sur les altcoins, mais là vous voyez qu'on a eu des longs qui sont rentrés, puisque l'open interest augmente et le funding diminue, mais en majorité, la majorité des gens qui sont encore en position sur le marché sont des shorters, ok? Donc attention à ça, potentiellement les altcoins pourraient nous aider ici à venir corriger que Bitcoin vienne retracer à la hausse. Hein. Quand j'entends retracer, je parle de retracer à la hausse. Ici sur Bitcoin, je vous avais expliqué ce mouvement hier, c'est-à-dire qu'on a énormément de gens qui étaient rentrés en longue, on les a littéralement rectifiés en faisant ce Bart Simpson ici, c'est-à-dire la coupe en brosse de Bart avec la moitié du visage. Si vous voulez, je vous fais les yeux et le nez. Et la bouche, voilà, très bon dessin, donc du coup, vous comprenez tout de suite que c'est de Bart Simpson qu'il s'agit. Et ici, on est un petit peu dans ce bas de range, on est revenu ici corriger une bonne partie de l'open interest pour redescendre dans ce bas de range, et du coup, vous voyez que, en fait, si vous regardez le prix fait quelque chose de tout à fait carré. Si vous regardez l'open interest est en montée, donc tout simplement, toute la value qu'il y a là entre les deux est probablement positionnée, elle aussi, sur du short, d'accord ?
Donc ici, on a encore une fois des choses à venir nettoyer, à mon avis, vers le haut. Maintenant, c'est pas forcément ce que va faire le prix, mais le marché des dérivés nous dit que ici, on a quand même plus de choses à nettoyer vers le haut que vers le bas. Ensuite, on a des choses ici, donc comme je vous le disais, hier, on a dû arrêter la vidéo ici, c'est-à-dire qu'on avait identifié potentiellement, je pense, un niveau de short à venir prendre là, si j'arrive à le prendre, voilà. Un niveau de short à venir prendre ici, et c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Ici, augmentation de l'open interest avec diminution du funding, donc on avait un niveau de short à venir prendre là, je vais le mettre pour la pédagogie, un niveau de short à venir prendre ici, donc on avait des stops qui étaient garés là, on a des prix de liquidation maintenant qui sont garés aussi plus haut, mais pour l'instant, on réfléchit en termes de stop loss. On avait des stops qui étaient garés ici, si on les met bien, on devrait les mettre ici, théoriquement. Vous voyez que le prix est allé les chercher. Ensuite, diminution de l'open interest ici, donc en fait on long squeeze, c'est-à-dire qu'on nettoie du long ici. Ici, on a tout d'un coup pas mal de longues qui sont rentrées d'un coup sur ce point-là. Donc pour moi, on aura un niveau en longueur à nettoyer à peu près par ici. Donc on va le mettre en rouge ici, tac, à la descente. Ce niveau-là donc a été nettoyé, vous le voyez. Ensuite, on est remonté ici au niveau de l'open interest. Le nombre de contrats en circulation a augmenté. Est-ce que ce sont des contrats de longueur ou de shorter? Pour ça, on étudie le funding. Le funding, en l'occurrence, donc on était sur ça, le funding a diminué, donc c'était des niveaux de shorter à prendre, tout simplement. Ça veut dire qu'on aura un niveau de short à venir prendre ici. Et qu'est-ce qu'a fait le prix? Vous voyez qu'il est venu s'en occuper assez rapidement. Ensuite, ici, on a une réaugmentation et du funding et du nombre de contrats en circulation, donc on a créé un niveau de long à venir prendre ici. Tac. Ce niveau-là a été pris pour moi, et là, dernièrement, beaucoup de contrats qui se ferment d'un coup. Vous le voyez ici, là, beaucoup de contrats qui tout d'un coup se ferment. Ce nombre de contrats qui se ferment libère du funding, donc ça veut dire tout simplement que ce sont des longueurs qui sortent. Alors, est-ce que c'est ceux qui étaient rentrés là? On ne sait pas, hein, mais on a ici un gros long qui est sorti de position, puisque ça libère un nombre impressionnant de contrats et que le funding se libère lui aussi. Voilà, donc on va garder ces niveaux-là pour le moment. Donc du coup, on a ici, si on rebondit, les 30 791 à prendre. Si jamais on décide de faire un petit dip, les 28 933. Hier, je crois qu'on avait un niveau 28,2 à prendre, que j'avais calculé. Bah oui, on avait un niveau par là, il me semble, et ça, on l'avait vu avec iBlock. Vidéo qui est un petit peu longue, excusez-moi, mais c'était un petit l'étude des baleines qui nous a un petit peu mis dedans au niveau du temps. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, sur le Bart Simpson, on a énormément de longues qui rentrent, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, le marché latéralise un petit peu, il y a un gros long qui rentre, donc on fait un dip, et là, on vient corriger tous ces longs. Donc tous ces gens-là qui étaient ici en position se sont fait rect, en tout cas une bonne partie. On a encore du longueur à venir éventuellement prendre jusqu'au niveau des 28,2, c'est ce qu'on avait dit hier. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on a énormément de shorters qui sont rentrés dans l'autre sens quand on a fait cette descente de prix. Donc pour moi, un retour aux 30 500 n'est qu'une histoire de temps. Et potentiellement, bien sûr, au-dessus, vous voyez qu'on a quand même de la valeur à prendre au-dessus. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, où on sait qu'on a des niveaux de valeur à venir chercher jusqu'au 34, potentiellement 40. Enfin, il y a du shorter au-dessus, hein, de toute façon, vu ce qu'a fait l'action de prix. Je vais vous montrer après un petit peu l'idée. Et ici, sur comment... Kingfisher nous identifie un gros Burj Khalifa, là, une grosse tour à venir prendre autour des 28 400. Donc ça, c'est les niveaux de longue dont je vous parlais, qui sont résiduels. Voilà, pour moi, il y a beaucoup plus de monde ici. En tout cas, c'est ce que me dit iBlock. Donc pour moi, il y a la même tour ici, en fait, en face. Mais bon, parfois, Kingfisher est un petit peu compliqué à regarder. Mais en tout cas, là, Kingfisher nous dit globalement 28 400. Un petit dip au 28 400 pour éventuellement mieux repartir. On a fait le tour sur le sentiment, on a même fait du Glassnode, voilà, je pense que cette vidéo est relativement complète. Donc vous comprendrez ici sur l'action de prix, qu'est-ce que ça nous dit en gros du côté du sentiment de marché, et où est-ce qu'on va, et on va noter ici potentiellement le niveau des 28 400 comme un niveau à prendre potentiel. On va peut-être plutôt mettre un rayon, ça sera mieux. Tac. 28 400, ça nous emmènerait à peu près... Voilà, légèrement sous cette bougie-là, voilà, par là. Donc, potentiellement, ici...
potentiellement ici 28 400. Pour moi, on n'est pas forcément obligé d'aller visiter ce niveau-là, mais ça serait peut-être une bonne chose que de le faire. Si jamais on fait un début de drapeau qui descend ici, c'est pas forcément, une figure bearish. Pour moi, ce triangle, j'y crois pas trop, hein, parce que, bon, je l'ai vu sur certaines chaînes, mais voilà, pour moi, on est même plutôt plus sur une figure ici qui a une tête de triangle descendant, c'est-à-dire que je prends pas en compte ces deux mèches, et j'ai l'impression qu'on est plutôt sur support ici. Est-ce que, temporairement, le support des 28 800 pourrait craquer et nous donner accès au 28 400 ou jusqu'à la target de ce triangle jusqu'au 24 000? Je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai des ordres d'achat qui attendent ici. J'ai déjà payé un ordre d'achat au 28 et j'ai un ordre d'achat qui attend au 24. Mon prochain ordre d'achat est au 24 sur Bitcoin. Sur Ethereum, les news, c'est que vraisemblablement la merge pourrait se faire en août. Donc du coup, je pense que demain, on fera une vidéo dédiée un petit peu sur les potentialités d'Ethereum. Qu'est-ce que peut nous donner Ethereum ici? Je vais laisser quand même cette résistance ici, parce que là, pour le coup, elle a un petit peu de sens. Donc voilà pour moi l'idée. Ici, triangle descendant, c'est une figure qui est relativement théoriquement bearish. Donc pareil, vous aurez un petit peu la même target que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais elle sera moindre. Si on était sur un triangle descendant, hein, ça nous donnerait une target également de balançoire. Alors si on la casse en haut, ça donnera la target ici au point de cassure. Si on la casse en bas, ça donnera la target ici. Je crois que c'est une figure qui est de l'ordre du 56-44 en bearish, si je me trompe pas. Je ferai un erratum demain si c'est pas le cas, mais je crois que c'est le cas. Et donc du coup, ça nous donnerait une target ici plutôt autour des 25 000 si jamais on est sur un triangle descendant. Et ben c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sont sorties tous les jours. Et puis éventuellement mettre un petit commentaire d'encouragement sympa. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, on va demander aujourd'hui dans les commentaires à la con. Donc j'ai pour habitude de demander des commentaires aux gens qui ont suivi les vidéos jusqu'à la fin. Dans les commentaires à la con, aujourd'hui, on va mettre quelle est la ville que vous avez visitée et dans laquelle vous vous êtes dit tiens, je pourrais habiter là. J'aime vraiment bien cette ville, je pense que je pourrais habiter dans cette ville, que ça soit à l'étranger ou en France. Quelle est la ville qui vous a le plus plu et dans laquelle vous vous êtes potentiellement dit que vous pourriez y habiter? Voilà, ça sera la question du jour. Je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. Et puis on ira ici refaire un point météo et je pense que demain on dédiera une vidéo en partie à Ethereum. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir suivi, à bientôt.